suis né dans la chambre qui se trouve là-haut. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai été bercé par le bruit de la chute d'eau et puis par le bruit des métiers à tisser qui se trouvaient ici en face, de l'autre côté. Mon père était le responsable de la filature et de toutes les usines toutes les usines Japy, que ce soit Beaumesdames, Montbéliard, Isancourt et tout. C'est lui qui s'occupait de tout l'entretien de ces usines. C'est ma maman. Elle a travaillé jusqu'à 72 ans, ma maman, à la filature. Et quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne sa retraite, eh bien, ça n'a pas été tout seul, parce qu'elle s'est imaginée qu'on n'avait plus besoin d'elle, qu'elle ne faisait plus son travail, disons, qu'elle ne faisait plus son travail. Voilà. Puis elle en a été malade. Les archives de la filature d'Audincourt racontent l'histoire de l'entreprise, ces 150 années durant lesquelles elle fut aux mains des plus grandes familles de manufacturiers du pays de Montbéliard. C'est à la Chapotte, à Hérimoncourt, que Jean-Jacques et Charles-Christophe Peugeot, deux des fils de Jean-Pierre, originaires de Vendoncourt, installent en 1806 une filature de coton près du moulin familial. Un petit cours d'eau, le Gland, leur fournit la force motrice. Le filage se fait à l'aide des mules génies, originaires d'Angleterre. Forts de leur succès, ils décident d'agrandir leur entreprise à Audincourt, en bordure du Doubs, là où existe déjà un barrage utilisé par le meunier Raymond, établi à Souroche sur l'autre rive. La demande d'extension est déposée par les frères Peugeot en 1813, mais l'ordonnance royale de Louis XVIII qui autorise la construction ne parvient qu'en 1819. Elle ne fait qu'officialiser la conservation de cette usine qui fonctionne à partir de 1817. La période est en effet marquée par de nombreux changements de régime, Napoléon Ier, l'invasion de la France, l'écroulement de l'Empire, le règne de Louis XVIII et par des complications administratives. Entre 1790 et 1815, Audincourt change 5 fois de département. Associés à Calam, ils achètent les terrains à divers propriétaires sur l'ancien domaine Thévenot et construisent un premier bâtiment rassemblant sous le même toit l'atelier de construction, les métiers à filer le coton et tout ce qui peut servir au fonctionnement de la filature. La force motrice est fournie par une roue à palette mise en mouvement par l'eau d'un canal dérivé du Doubs. Entre le canal de dérivation et la rivière sont construits d'autres bâtiments renfermant un train d'épluchage du coton et un atelier où sont fabriquées les broches. Jean-Jacques Peugeot, qui loge dans la filature, se fait nommer maire jusqu'à ce que le typhus l'emporte en 1818. L'année suivante, c'est malheureusement le tour de Charles-Christophe. Malgré la récession économique et le départ de Calam, les fils des fondateurs Victor, Louis, Charles et plus tard Constant continuent à faire valoir l'établissement qui emploie 210 ouvriers grâce à des débouchés lyonnais. Mais l'outillage est dépassé et la crise économique liée à la levée du blocus anglais entraîne la faillite en 1829. La vente des filatures de la Chapotte et d'Audincourt permet aux 4 frères Peugeot de fonder en 1830
l'établissement de Souroche, spécialisé dans la fabrication de pièces détachées pour filature et qui débute avec une dizaine d'ouvriers. La filature d'Audincourt est rachetée pour un tiers par les fils de Pierre-Louis Salaire de Montbéliard, pour un autre tiers par Ingénu et Julien Japy, et pour le reste par Joseph Despierres de Belfort. Ce dernier cède aussitôt ses droits à Jean-Charles-Philippe Duvivier, qui était administrateur à la forge d'Audincourt et qui devient gérant. Quand il se retire en 1852, l'usine passe aux mains d'Édouard et Gustave Scherer, qui la transforment complètement. D'abord un meilleur aménagement du cours d'eau, avec 3 turbines hydroélectriques. Ça, c'est les débris de la grosse vanne. On appelait ça la grosse vanne, celle qui se trouvait à côté du canal là-bas, juste au pied du barrage. Alors, vous voyez ici, il y a des crémaillères. Et ça, c'était la manivelle. Il y avait une poignée là. Eh bien, je peux vous assurer que j'en ai donné des coups de manivelle pour la lever et puis la descendre. Une nouvelle filature est construite et fonctionne à partir de 1856. Elle dispose de 12 000 broches en métier self-actings qui produisent 250 tonnes de filets par an. Avec les 2 bâtiments qui ont été conservés, la filature des frères Peugeot, la nouvelle filature de Gustave Scherer, le site retrouve à peu près l'aspect qu'il avait au milieu du XIXe siècle. En 1865, Léon Salaire devient associé. L'ancienne filature est convertie en tissage mécanique. L'entreprise emploie alors 210 ouvriers, parmi lesquels 59 enfants. Après la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace, le marché du textile connaît une intense prospérité. Le canal de fuite est prolongé. Léon Salaire, qui a été maire d'Audincourt de 1878 à 1883 et qui réside rue de Valentinier, devient le seul propriétaire. Il fait construire un nouveau tissage en rez-de-chaussée ainsi qu'une nouvelle filature et fait installer une chaudière à vapeur. De 1886 à 1903, l'entreprise passe de 330 à 600 ouvriers. Malgré les difficultés liées à des mouvements ouvriers, Léon Salaire poursuit la mise en valeur de l'entreprise. Des lieux, encore utilisés aujourd'hui, témoignent de sa générosité. La maison paroissiale destinée à la communauté luthérienne, la salle des fêtes de l'Espérance, offerte à la commune. Les nombreux ouvrages qu'il a publiés témoignent de sa passion pour l'histoire locale. En 1914, Léon Salaire, alors âgé de 74 ans, cède l'entreprise à Philippe et Marcel Japy, qui ont fondé en 1893 une fabrique de coton Jumel-Cardé à Exincourt, en bordure de la rue des Mines. À la suite de cette acquisition, la société prend le nom de Filature et Tissage Japy et rachète le tissage mécanique Coquelin d'Exincourt. L'entreprise connaît quelques difficultés au début de la guerre de 1914-1918, mais les marchés passés avec l'intendance militaire lui permettent d'engranger des bénéfices substantiels à partir de 1917 et de procéder à de nouveaux aménagements. Pont sur le canal, magasin de préparation du tissage, électrification, aménagement des bureaux dans un nouveau bâtiment qui, au fil des années, connaîtra quelques modifications. Ça, c'était le bâtiment des bureaux. Mais il y a eu M. Péter, qui était le fondé de pouvoir, qui a eu un appartement pendant un certain temps. Et M. Japy se trouvait à l'étage supérieur. M. Fernand, M. Marcel, M. Delbruck, M. François et M. Roger. L'entreprise passe en 1920 un grand marché avec la société Michelin, à qui elle procure en exclusivité les filets de coton d'origine égyptienne nécessaires à la fabrication des pneumatiques. Pour les fils et tissus de coton, une marque de fabrique est déposée en 1921, une pour la France et une autre pour l'étranger, où le nom Japy figure en arabe et en hébreu. En 1926, la société Japy rachète la filature de Baume-les-Dames et absorbe en 1935 celle des Neuf Moulins à Montbéliard.
Les self-acting sont remplacés par de nouvelles machines, beaucoup plus performantes, les continues à filer. Quant à l'ancienne filature, elle sert désormais à stocker les pièces de tissu. Ce bâtiment, c'était tous les rayonnages et vous avez toutes les réserves de pièces de tissu, de pièces écrues qui sortaient des métiers à tisser. Ils étaient emmagasinés tout ici et dans l'étage supérieur. Vous avez d'ailleurs la cage d'ascenseur là dans le fond qui servait à monter les pièces. Il y avait cette rampe qui se trouvait derrière ces volets là et les pièces étaient descendues dans le camion directement par la rampe. La société connaît ensuite sa deuxième génération de patrons avec Fernand Japy. Le personnel est toujours essentiellement féminin, avec beaucoup de jeunes filles qui sortent tout juste de l'école primaire et travaillent 48 heures par semaine. Madeleine, qui a commencé à 13 ans, en 1931, a travaillé au tissage jusqu'en 1962. C'était pour faire le tissu, donc il fallait préparer ces cadres, rentrer tous les fils dedans, et après ces cadres étaient montés par des monteurs de chaîne sur les métiers à tisser. Moi, mon travail n'était pas difficile. Hein. C'était un travail minutieux, mais pas difficile. Mais par contre, les tisserandes, il fallait qu'elles travaillent, il fallait qu'elles courent toute la journée. Parce que chaque fois qu'un fil casse, le métier s'arrête. Ça, c'est une garniture de carde. Une garniture de carde souple. Elle a été remplacée par la suite par la garniture rigide. C'est pourquoi on n'en trouve plus actuellement. Elle nous servait, une fois qu'elle avait été utilisée sur les cardes, elle nous servait à nous, hommes d'entretien, à faire des brosses pour nettoyer les limes. C'était extraordinaire. Et je vois, celle-ci est toute neuve. Elle n'a jamais servi. L'entreprise se préoccupe de fournir des logements à son personnel et pour cela construit des cités ouvrières et rachète des maisons à des particuliers. Bonne partie des ouvriers étaient logés par Japy. Ils payaient un loyer, évidemment. Les maisons, elles ont été bien retapées, elles sont toutes bien belles. Donc là, elles ont été un petit peu changées, quoi. Mais c'était toutes les mêmes cités. Hein. Alors il y en a qui avaient deux appartements, il y en a qui ils étaient deux. Par exemple, moi j'habitais dans la dernière là, moi j'habitais au fond, ma maman habitait en bas. Je veux dire, en ville, ils avaient beaucoup de maisons, individuelles, ils rachetaient les maisons et puis ils refaisaient des appartements pour les ouvriers. Le personnel témoigne de l'estime et du respect qu'il garde pour ses dirigeants, habitant de confortables et luxueuses maisons de maître sur les bords du Doubs, et dont l'une est devenue la maison de retraite de la ville d'Audincourt. C'était pas rose pour tout le monde, ça, moi j'en conviens, mais moi personnellement et ma maman, c'était pareil. Ma maman, elle aimait beaucoup monsieur et madame Marcel Japy. D'abord, moi quand j'ai communié, vous savez, ma maman n'avait pas les moyens de m'acheter une robe. Et bien c'est madame Marcel qui m'avait acheté ma robe pour que je fasse ma communion. On avait beaucoup de respect pour la famille Japy. Et je pense que c'était réciproque. Oui, c'était des gens tout à fait corrects. Et mon père nous avait toujours élevés dans cet esprit-là. On a toujours de très très bons contacts. Moi je sais que quand M. Fernand est décédé, moi je me rappelle toujours que je suis allée à l'enterrement et j'ai pleuré. C'est bête à dire, hein. C'est bête à dire ça, mais c'était des gens qui étaient, moi que j'ai toujours trouvé très gentils. Oui, quand j'étais gamin, et que M. Philippe Japy, qui venait travailler depuis son château, qui est de l'autre côté du Doubs, qui venait travailler à pied, me rencontrait, je le vois encore, il était avec sa canne, me rencontrait en ville, il m'emmenait à la pâtisserie. Et croyez bien que ce n'est pas sans émotion que j'en parle. La discussion reste le moyen utilisé pour éviter ou apaiser les conflits. Il y en avait qui critiquaient. Je vous dis, ma maman, elle était un petit peu, pas révolutionnaire, non, mais c'était pas trop pour elle, c'était pour les autres. Elle se débrouillait toujours pour les autres, ma maman.
Mais il y avait toujours une entente, il y avait toujours un moyen de s'entendre, voyez. Alors c'était toujours M. Marcel, je vous dis, il disait toujours, moi je ne veux pas discuter avec vous, qui disait aux autres, vous allez me chercher la mère Monnier, qui disait. Bon, ben, la mère Monnier, elle allait, et puis ils savaient s'arranger ensemble, voilà. Bon, il y avait les comités d'entreprise, mais enfin généralement, vous savez, on finit toujours par s'arranger. Quelquefois le ton monte, mais après il faut bien reprendre le boulot. La population ouvrière était essentiellement féminine, elle comportait une part importante d'étrangers, italiens et polonais surtout. Il faut dire aussi qu'un paternalisme liait étroitement les ouvriers à leurs patrons, qui étaient respectés et estimés. S'ils ont su améliorer la condition matérielle de leurs ouvriers, ils ont aussi émoussé leur esprit revendicatif. C'est cette prise en charge qui empêche la naissance d'une véritable conscience de classe. Malgré les difficultés d'approvisionnement, le travail se poursuit pendant la Deuxième Guerre mondiale dans des conditions difficiles. Cette cave a une histoire parce que pendant la guerre, elle nous servait d'abri. Elle avait été renforcée au plafond par des poutres. Et chaque fois qu'il y avait une alerte, eh bien, on venait se réfugier dans cette cave. Christian Japy succède à son père Fernand. Une partie du matériel est renouvelée. Christian Japy peut s'appuyer sur des collaborateurs précieux pour faire prospérer l'entreprise. J'ai été nommé président en 1959. Après un court passage dans les ateliers. Et toute l'équipe ancienne est partie brutalement. Je me suis trouvé seul avec mon cousin Yves Japy pour traverser toutes les difficultés qu'on avait à l'époque. Alors le travail a été très dur et heureusement on avait avec nous tous les anciens collaborateurs qui étaient là, qui ont été une aide extraordinaire pour transmettre les habitudes de la maison, l'organisation administrative, l'informatique qui commençait un petit peu, mais très doucement. Enfin, il y avait tout de même un tas de problèmes administratifs sur lesquels on était complètement ignorants. Alors, on ne peut pas parler de la filature Japy de cette époque-là sans rendre hommage à deux messieurs qui y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. C'est-à-dire M. Peter, qui était le fondé de pouvoir, dont la maison est derrière moi, et M. Alphonse Meyer, qui n'était autre que mon père. La demande en fil et tissus reste forte, et avec les ouvriers qu'on fait venir de l'étranger, la société emploie alors 800 personnes. On a essayé de faire venir des familles italiennes. Je sais que mon père avait eu des contacts avec l'administration italienne qui sélectionnait des familles et nous les envoyait complètes, c'est-à-dire monsieur, madame, les enfants. Donc comme nous avions des logements, on les logeait. Et à ce moment-là, l'homme généralement était immédiatement utilisable. Madame, il fallait faire un peu d'apprentissage, mais très souvent elle venait déjà d'une région textile italienne et il n'y avait pas tellement de problèmes de ce côté-là. Par la suite, les enfants qui ont suivi les écoles locales ont été embauchés dans l'usine pour différents travaux, mais en ce qui concernait les garçons, c'était particulièrement l'entretien, la mécanique et tout. Et c'est pour ça que beaucoup sont devenus par la suite agents de maîtrise. Et même un des derniers, à l'usine d'Aix-Saint-Cour, était presque sous-directeur. L'application de nouvelles méthodes, calquées sur celles d'Amérique, modifie quelque peu la vie de l'entreprise, sans pour autant mettre fin au paternalisme dont font preuve les dirigeants. L'ancienne cantine est transformée en salle de sport, où l'on s'entraîne au basket. La création de l'équipe Femina Sport renforce la cohésion du personnel. L'entreprise poursuit son rôle social avec l'organisation de colonies de vacances pour les enfants du personnel, comme celle du Vannet vers Charmont-Villers. Cette colonie se déroulait souvent pendant les congés payés, ce qui permettait que l'encadrement de ces colonies soit fait par les gens
Ils participaient en temps normal à la vie de l'usine. La colonie était située de telle façon que l'on pouvait se retrouver sur les bords du Doubs en descendant les coteaux directement derrière la colonie et qui donnaient d'ailleurs accès pas loin aux échelles de la mort. Je me souviens que l'animateur des épreuves sportives ou d'animation artistique était le responsable de l'entretien de l'usine, qui était M. Gouvier. Bon, les activités, elles étaient celles que l'on trouve dans toutes les colonies de vacances, c'est-à-dire promenade, jeux, le réveil sportif, c'est-à-dire avec un peu de culture physique, quelques animations en soirée, et puis parfois de tout dans une bonne convivialité. C'était très intéressant. Les jeunes ouvrières reçoivent une meilleure formation. Dans les années 1950, la direction des usines des filatures Japy m'a demandé la possibilité de créer des sections pour que leurs ouvrières puissent passer un CAP afin d'améliorer quand même leurs conditions matérielles. C'est ainsi que, avec l'autorisation bien entendu de l'inspection académique, du rectorat, du ministère, j'ai pu créer une section de CAP fileuse sur métier à filer et une section de CAP tisserande sur métier à tisser. Parallèlement, à Héricourt, s'était créée la section mécanicien d'entretien de machines textiles. L'école ménagère, enfin ce que l'on appelait encore l'école ménagère, mais qui était devenue centre d'apprentissage, rue des Marichaux, était une maison très petite. Et ces deux sections supplémentaires, nous ne pouvions pas les accueillir pour l'enseignement général et l'enseignement technologique dans nos locaux. C'est ainsi qu'avec la mairie d'Audincourt, nous avons passé une convention et ils m'étaient prêté un local, une petite pièce, dans ce qu'on appelle maintenant l'ancienne mairie, sur la droite en entrant. Dès la fin de la guerre, et avec l'aide fournie par le plan Marshall, le coton brut provient essentiellement des États-Unis. Le coton avait plusieurs origines, mais enfin principalement, surtout après-guerre, ça venait surtout des États-Unis, puisqu'on recevait du coton dans le cadre du plan Marshall, et à ce moment-là, c'était distribué dans les entreprises par un organisme de régulation qui s'appelait le GIRC, le Groupement Industriel de Répartition du Coton, et chaque usine avait droit à un certain nom en fonction de son personnel ou de son nombre de broches, etc. Par la suite, les origines s'élargissent et le choix s'exerce en fonction des propositions des différents pays producteurs. Le site d'Audincourt comprend une quarantaine de bâtiments anciens et assez dispersés, ce qui nécessite parfois des prouesses techniques. Ce que je trouvais remarquable, c'est qu'on transportait le coton, pratiquement du magasin à coton, sur le lieu où il était travaillé, donc par tuyau. Et il y avait bien 200 mètres. En 1958, l'usine d'Audincourt, qui emploie 269 personnes, commence à ressentir les effets de la concurrence. Si la qualité des produits de la filature et du tissage reste satisfaisante, le prix de revient est en revanche trop élevé. L'usine se prête très mal à la modernisation parce que de nombreux bâtiments comportent plusieurs étages. L'arrêt de la filature d'Audincourt est prononcé en 1965. Le site d'Audincourt était particulièrement devenu non rentable en fonction de la structure de ces bâtiments, surtout en filature. Donc on ne pouvait plus implanter de matériel moderne qui avait fait une évolution terrible à partir de 1960. On ne pouvait plus l'implanter dans les anciens bâtiments. En ce qui concerne le tissage, on aurait peut-être pu continuer, mais nous avons préféré concentrer nos investissements sur la filature et abandonner complètement la filière tissage pour être plus puissant en filature
ce qui a permis finalement d'obtenir une production de filets à la filature d'Aixincourt qui était, quand on l'a vendu, le double de ce qu'on faisait en 1960. C'est-à-dire que sur un seul site, on faisait 2 fois plus qu'on faisait en 2 usines en 1960. L'arrêt de l'usine d'Audincourt a été décidé pour moderniser celle d'Aixincourt, où les continus à filer sont remplacés par des machines à turbine qui fonctionnent 24 heures sur 24, produisant plus de 8 tonnes de fil par jour, soit autant que les 2 usines avant les transformations. Même si la situation devient maussade dans le textile, Aixincourt reste une usine très performante parce que, parfaitement adaptée aux besoins de la mode et aux demandes de la clientèle, elle produit une gamme variée dans des délais courts. En 1985, la société est reprise par Alain Charmy, qui fermera 4 ans plus tard, en 1989, mettant fin à l'activité filature dans le pays de Montbéliard.